Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast qui parle d'industrie géospatiale, d'urbanisme, d'architecture, d'environnement, de géologie, de géosciences, etc. Tout en prenant un verre. Avec moi, mon fidèle co-animateur, Jonathan Guerrier-Pirois. Ça va bien? Ouais, toi? Ouais, ça en va. Forme? Toujours. Comment se passe ton dry February, janvier, je veux dire? Dry January, c'est un total échec. Puis je pense que c'est de la faute du podcast principalement. Ah, Colin. C'est pas bon pour notre santé. Non, c'est ça, exact. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on va continuer avec la formule. Là. Les nouvelles prescriptions d'alcool semblent dire qu'il faut arrêter de boire. Là, c'est fou, ça. Ouais, j'avoue. Hein. Hey, Jonathan. Pas si pire quand même. Là. Non. Un par bière, podcast, là. Une bière. Puis on boit juste là, hein, c'est ça? Ah, c'est ça. Après, on voit plus. Jonathan, est-ce qu'on a des commanditaires pour le podcast aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ben, en fait, l'émission est commanditée et présentée plutôt par ABTech, donc solutions en géospatial, équipement, Leica principalement, également solutions logicielles, service avant tout. Vous irez voir l'antenne FLX 100 si vous voulez collecter de la donnée là, rapidement par exemple pour des GIS, donc vraiment utile en urbanisme entre autres, très léger. Et également logiciel Briscade, donc une solution là, excellent rapport qualité-prix. On a également l'Arbre et Associés de Arpenteur Géomètre, Jacques Artaud, numérisation HD du Québec et d'autres endroits également. Exact. Donc, jumeaux numériques. Et puis, on a toujours notre cher Luc Vaillancourt. De chez Balise. De chez Balise. On a également H4G Géomatique et Coda. Exact. Donc, voilà. Donc, c'est une bonne liste quand même. Oui, quand même. Hein? Merci. Oui, merci beaucoup à tous ceux qui nous supportent. À tout le monde. C'est ce qui nous permet de faire le podcast. Exactement. Grosse émission aujourd'hui quand même, hein? Ouais, donc on change un peu l'angle. Pas tant. On touche toujours quand même, tu sais, du géospatial. Parce que c'est tout ce qu'on parle de localisation, d'aménagement du territoire. Mais... Exact. Donc cette semaine, on reçoit Guillaume Gilbert de chez Appur. Donc bonjour Guillaume, ça va bien? Salut, ça va? Yes, ça va. Yeah, ça va. Donc Guillaume, dis-moi, on commence avec notre tradition. Cheers Guillaume, merci d'être venu. Un ami à moi, entre autres, avec qui des fois je fais affaire. Toujours un plaisir. Pareillement, moi aussi, c'est un dry janvier, mais... On le casse là. Non, c'est pas vrai. Donc, dis-moi, Guillaume, première question. Qu'est-ce que vous faites chez Appur? Ça ressemble à quoi? Vite fait, là. Ouais, c'est ça. C'est toujours l'enjeu, tu sais, quand on se fait demander c'est quoi un urbaniste, qu'est-ce que ça fait, là. Ouais. Est-ce que ça fait des parcs? Oui, non, tu sais. En fait, pour, mettons, résumer ça, là, mettre ça en gros, là, nous, on a deux types de clientèle chez Appur. Là. On a des promoteurs puis on a des municipalités essentiellement, clientèle publique. Puis, on développe pour les promoteurs, on fait de la planification de site. Là, on développe des concepts de développement. Puis après ça, on fait de la gestion de projet avec nos clients.
Puis avec les municipalités, on a différents services là, qu'on offre. Là. On fait des programmes particuliers d'urbanisme, on fait des plans d'urbanisme, on fait de la rédaction de règlements d'urbanisme. On peut aussi faire des études particulières s'il y a des enjeux spécifiques à un certain secteur de territoire. Là. Donc on a vraiment une offre très variée. Là, présentement, on a, je dirais, au-dessus d'une soixantaine de clients promoteurs, puis au-dessus de 40 municipalités là, avec qui on fait affaire. Là. Ça fait longtemps que vous êtes là quand même. Là. Ouais, ça fait depuis, ça va faire 30 ans en fait. Apple a été fondé en 94. Ça va faire 30 ans? Cette année, à la fin de l'année, oui, okay. À la fin de l'année, ça va faire 30 ans. Félicitations. Ouais. Puis félicitations à Marc Pilon aussi qui a démarré l'entreprise. Effectivement. Puis, en fait, je pense que c'est la firme au Québec en urbanisme, dédiée à l'urbanisme, qui est la plus vieille, qui a su perdurer durant les dures années de la commission Charbonneau. Puis qui n'a jamais été associée ou du moins intégrée à une firme de génie ou une firme d'architecture. Donc, on collabore avec tous ces beaux gens. Là. On a une série de collaborateurs, mais on est vraiment, nous, chez Apple, dédiés à l'urbanisme. Parce que des firmes uniquement dédiées à l'urbanisme au Québec, il y en a-tu... ça doit pas courir les rues. Ça a bougé beaucoup, hein? Je veux dire, il y a eu des fusions. Ça a bougé pas mal. Excuse de t'avoir coupé, là, mais je pense... il y a aussi une espèce de mouvance un peu au BNL, là, donc c'est installé. Il y a plusieurs petites firmes là, qui s'est créées là, depuis quelques années, là, qui sont plus dédiées à l'urbanisme. Là. Oui, disons que la compétition, on en a, là, mais c'est une compétition. Là, mais ça bouge pas mal. OK. C'est intéressant. Puis, comment t'es arrivé dans le milieu de l'urbanisme? C'est quoi ton parcours? Ton cheminement personnel. Mon cheminement. C'est quoi le nom de ta mère? Non, c'est ça. En fait, c'est drôle. Là. Moi, j'étais allé au high school à New York, puis on avait... t'as pas de cégep quand tu sors de l'université. Déjà, je fais un lapsus, mais donc tu passes pas par le cégep, tu passes directement à l'université. Donc, tu as une espèce de programme là, de placement là, où tu sais vers où t'enligner au niveau de tes études universitaires. Puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très pragmatique ou très scientifique dans mon approche, mais aussi très artistique. J'ai comme une espèce de double personnalité, en quelque sorte. Je suis Gémeaux, je sais pas si c'est un rapport. Ton aspect scientifique devrait te dire que non. Là, ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, bon point. Un côté frosté puis un côté sec. C'est ça, exact. Puis, quand j'ai déménagé à New York, en fait, j'ai comme eu un amour de la ville. Puis, bon, peut-être un peu cliché, là, mais quand j'étais jeune, j'aimais bien jouer à SimCity. Jusqu'à ce jour, je joue encore, pas nécessairement à SimCity, mais City Skyline. Okay. Ça peut peut-être être votre prochain commanditaire. Très cool, pareil. Mais donc, c'est ça, ma conseillère en orientation. Elle a fait une bonne job. M'a comme envoyé vers l'urbanisme que je connaissais pas. Je pense que malgré l'âge de la profession, c'est quelque chose qui était quand même méconnu. Maintenant, c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus accepté. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était peu connu. Là. J'ai l'air de passer pour un vieux, là, mais quand même 38 ans sous la cravate. Mais bref, c'est ça fait que je me suis enligné en urbanisme. Je suis allé faire un bac à l'UDM. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans le milieu municipal. Puis finalement, ça fait 8 ans là, que je suis chez Apple là, dans le domaine de la consultation. Comment tu trouves le monde municipal, travailler là-bas? Est-ce que tu trouves que c'est un bon tremplin? T'as-tu travaillé dans une petite ou une grande ville? J'ai fait les deux. J'ai fait des petites, moyennes, grandes villes. J'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jobs justement en urbanisme parce que c'était méconnu. C'était peut-être moins comment dire... en tout cas, moins nécessaire ou... bref. Puis, fait que j'ai commencé dans des petites municipalités en région. Là, c'est de l'inspection municipale? Oui. Fait beaucoup d'inspections municipales. Quasiment. Les petites municipalités, par contre, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, justement,
t'es un peu laissé à toi-même, puis tu couvres toutes les sphères ou à peu près de l'urbanisme. Là, Tu peux initier des affaires aussi jusqu'à ce que le conseil te bloque ou accepte. C'est ça, puis en même temps, tu connais, c'est là que tu apprends un peu la dynamique municipale. Là, la gestion. T'apprends pas ça à l'école, hein, comment une ville fonctionne, puis c'est quoi les rouages municipaux. Là. Fait que pour ça, je pense que c'est une belle école. Après ça, au niveau de mon tempérament, puis de mon énergie, parfois, d'un fois, le municipal, ça fit avec certaines personnalités. Là. Mais c'est ça. Puis après ça, je suis allé travailler à la Ville de Montréal. Puis là, c'est sûr que c'est une grosse machine. On est beaucoup plus compartimenté. On a peut-être un peu moins de liberté, entre guillemets. Il y a plus de hiérarchie. Fait que c'est sûr que la différence entre la grosse ville, puis le petit bureau de consultation, parce que, chez Apple, là, on est 11. Disons que, l'échelon, ou en tout cas, la hiérarchie n'est pas la même, là. Fait que c'est difficile un peu à comment dire, différencier, mais je me porte très bien, disons, dans le privé, dans le petit bureau. Ouais. Ça ressemble à quoi, à peu près? On dirait, moi, en étant un... Parce que là, je suis avec deux urbanistes, là, je suis le outsider. Là. Ouais, c'est ça. Ça va bien jusqu'à date. Mais on dirait que, moi, de vue de l'extérieur, je pensais qu'il y avait comme un peu une voie à l'urbanisme qui était comme le milieu municipal. Là. Mais ça ressemble à quoi, à peu près, la proportion des gens qui font comme... je suis dans le privé versus je suis dans le... C'est un parcours relativement commun d'être dans le privé en urbanisme ou... C'est une excellente question. Je t'avoue que... Attends, c'était genre 60-40%. Ouais, il y avait plus... Il y avait public, plus 40% privé, genre. Ouais, c'est difficile à dire, le ratio, la proportion. Moi, je trouve que maintenant, il y en a de plus en plus dans les municipalités, puis les postes sont... Puis là, tu sais, il faut faire la distinction entre urbanisme puis quelqu'un qui est sorti de l'université en urbanisme, parce que urbanisme, c'est un titre protégé. Ouais, c'est ça. Mais bref, difficile à dire, là. Je t'avoue que c'est deux mondes complètement distincts. Puis les gens, tu sais, c'est un peu partagé, là. Mais il y a quand même pas mal de privés ou de communautaires là, qui émanent de l'urbanisme. Puis, tu sais, les gens sont de plus en plus intéressés aussi à cette pratique-là, là, à l'aménagement du territoire. Tu sais, ça touche beaucoup la population, les citoyens. Tu sais, on le voit aussi dans les activités de consultation publique. Tu sais, les gens sont quand même participent, là, alors que il y a une époque où c'était très méconnu. Puis, Mais je trouve que on est pas mal la même génération. Puis je trouve que le métier ou les urbanistes, entre guillemets, parce que il y en a qui n'ont pas nécessairement leur titre, mais qui ont fait des études là-dedans, je trouve que c'est beaucoup plus valorisé que nous quand on est sortis de l'école. Ouais. Parce que maintenant, il y a de plus en plus d'organismes qui soient publics ou privés qui vont aller chercher des urbanistes pour leur qualité pour leur qualité, finalement. Comme par exemple, il y a de plus en plus d'organismes sans but lucratif ou des organismes communautaires qui vont aller chercher un urbaniste, du monde aussi beaucoup en développement immobilier, où est-ce que ça commence à être valorisé beaucoup, télécommunications, etc. Ce que dans le temps, on était beaucoup plus placé, style, OK, tu vas être l'urbaniste municipal ou tu vas aller dans une boîte d'urbanistes. Là, maintenant, ça s'est élargi un peu. Puis même, les boîtes d'urbanistes, est-ce que je me trompe si je dis qu'ils sont appelés à faire un peu plus de choses qu'avant ou est-ce que c'est... Ouais, je pense que notre offre de service est hyper variée. Là, puis, c'est un bon point là, que tu mentionnes. Même, nous, on a des privés, je veux dire, qui sont pas promoteurs, là, qui ont un enjeu spécifique... qui ont peut-être un petit peu plus d'argent que certaines personnes, mais qui vont être en mesure de s'engager un urbaniste pour régler leurs problèmes ou en tout cas pour mettre en œuvre leurs projets ou autres. Là. Mais c'est rendu... je pense que c'est comme démocratisé là, en quelque sorte. Là. Ouais, c'est ça, je pense. Ça s'est popularisé aussi. Là. Fait que les gens nous appellent, vont sur notre site Internet. Ça nous arrive régulièrement, là, juste via notre site Internet, des gens qui
savent pas trop ce qu'on fait, mais ils ont entendu parler que ça prenait un urbaniste, puis là, ils débarquent chez nous, puis on les encadre, puis on leur fait une offre de service. Ça c'est cool souvent. Ce que vous faites. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais j'ai l'impression aussi, tu sais, puis je vois ça... Parce que je suis en train de me magasiner une maison. Fait que, tu sais, je le vois passer un peu, là. Tu sais, on dirait que les nouveaux quartiers, ils ont tous maintenant comme un peu une thématique aussi, là. Tu sais, genre, OK, on garde plus d'arbres, on fait tel quartier, c'est éco. OK, il y a un aménagement avec des marais filtrants. Fait que j'ai l'impression que probablement... tout ça fait en sorte que les gens sont plus demandants dans la conception des quartiers, peut-être. Puis je sais pas si ça vous amène de la job ou... Ouais, ben je pense que c'est un bon point, mais ça m'amène même à une autre tangente. Maintenant, on parle beaucoup de branding urbain ou de branding au niveau du design. Là. Puis effectivement, c'est rendu un peu la mode. Bon, à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, ça, on pourra en débattre éventuellement, mais tu sais... il y a des nouvelles tendances urbanistiques, on veut, puis tu sais, il y a beaucoup aussi d'espèces d'essais pilotes, là, faisons un quartier sans voiture. Il y en a un qui est sorti, qui est en train de se réaliser, je pense que c'est dans le Texas, là, région Austin, là, qu'on associe le Texas à une région assez redneck. Consommation d'espace aussi. Oui, exact. Fait que, tu sais, puis, tu sais, encore une fois, il y a d'autres... nous, on a développé dans un projet avec Laval, tu sais, les quartiers agro-urbains, mais tu sais, c'est inspiré de quartiers qu'ils appellent aux États-Unis agri-hood, qui sont des quartiers qui sont construits autour de la ferme ou autour d'une espèce d'agriculture urbaine. Fait que, tu sais, il y a cette espèce de notion de, branding-là. Puis je pense que c'est pour rejoindre, je sais pas, là, c'est-tu pour rejoindre aussi l'Instagrammable de ce monde, tu sais, on est rendu, on cherche toujours des lifestyles, tu sais, c'est rendu bien à la mode, tout ça, donc, mais oui, pour répondre à ta question, ça nous apporte la job, puis en même temps, nous, on aime ça, tu sais, développer des concepts, tu sais, travailler. Tu sais, le branding, c'est une affaire, là, mais ce qu'on met derrière, ce qu'on met de l'avant comme principe d'aménagement, tu sais, l'idée, c'est toujours, tu sais, je pense qu'on a des grandes quêtes au niveau de l'humanité, là, au niveau de la civilisation, là, la lutte contre les changements climatiques en est une. Tu sais, comment dire, au niveau social, l'égalité sociale, tu sais, il y a différentes thématiques auxquelles on essaie de trouver des solutions. Là, donc, puis tu sais, j'ai quand même l'impression, on dirait, tu parles de changement climatique, puis j'ai comme l'impression que le métier d'urbaniste est vraiment... Tu sais, on en parlait dans le dernier podcast, que le géomaticien était super impliqué dans ces domaines-là, mais tu sais, je vois encore plus l'implication, on dirait, de l'urbaniste qui est comme... tu sais, si tu mets pas d'arbres dans ton quartier, il va faire chaud l'été, là. Ben, c'est vraiment au niveau de l'aménagement au complet, là, tu sais, jusque... que ça soit dans, par exemple, ta mixité d'usage, que ça soit aussi dans tes voies de circulation, aussi, tu sais, tes modes de transport, tout ça, tu sais, c'est vraiment au centre, je pense, au cœur... On en parle de plus en plus, là. Même le gouvernement en parle. Là. Fait que c'est vraiment au cœur de toutes ces... ça va répondre à ces questions-là, je pense. Là, exact. Puis au final, si on peut résumer justement l'urbaniste, au départ, j'ai peut-être pas fait une bonne introduction, mais au final, l'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie. L'urbaniste est là pour tenter d'améliorer la qualité de vie. Puis ça, la qualité de vie est définie avec multiples facettes, là, où va se façonner selon l'environnement, l'économie, la sociologie, etc. Donc... Il y a beaucoup de forces en place. Il y a, par exemple, les élus qui ont des intérêts. Il y a des entrepreneurs qui ont qui ont des intérêts. Il y a les organismes communautaires qui ont des intérêts. Je
je pense que ça aussi, c'est un gros défi, d'essayer quand même de négocier avec tout ça. Puis, est-ce que je me trompe si je dis que, un urbaniste, une de ses forces, c'est justement d'être un peu au centre de ces préoccupations-là, d'où l'approche participative. Ouais. Je sais que vous n'avez fait quand même plusieurs, là, des approches participatives. Comment ça fonctionne un peu? Est-ce que tu as des exemples aussi? Hein? Oui, tu sais, peut-être pour revenir aussi, je pense que justement, le rôle de l'urbaniste, tu sais, c'est de faire, sans vouloir dire qu'on est chef d'orchestre, là, loin de là, mais tu sais, c'est de faire un amalgame de toutes les parties prenantes, là, en quelque sorte, là, puis tu sais, d'essayer de trouver une espèce de compromis ou un juste milieu avec notre expérience, notre expertise, nos connaissances, là, par rapport à des façons d'aménager le territoire. Mais oui, pour revenir aussi sur ton point au niveau de la participation publique ou citoyenne, tu sais, mon Dieu, il y a des bruits un petit peu particuliers. C'est juste nous qui l'entendons, je pense, par exemple. C'est ça, OK, c'est ça. C'est le fantôme qui s'est pas fait entendre lors de sa dernière assemblée de consultation. Il est pris dans la place. C'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est... Tu sais, la ville, c'est démocratique. La ville, c'est un espace qui appartient à tous, malgré qu'on a quand même un foncier là, qui est souvent privé. Là, mais tout ça pour dire que la façon dont les gens vivent la ville, puis tu sais, tant au niveau esthétique, tant au niveau environnemental, etc., je pense que c'est important d'aller sonder la population puis de savoir exactement ce qu'eux veulent, tu sais. Puis en même temps, tu sais, souvent quand on fait de la planification ou quand on fait un projet X, tu sais, oui, on fait toujours visite terrain, tu sais, on va chercher de l'information, on fait affaire avec des géomaticiens ou avec panoplie de collaborateurs puis d'experts qui vont nous donner de l'information sur le site, mais tu sais, ça n'a pas la même valeur que si tu habites à côté. Quand tu habites à côté, tu sais quand même c'est quoi les enjeux. T'sais. Par contre, il va falloir faire attention au pas dans ma cour parce que ça, c'est rendu aussi... Ben, c'est rendu, ça l'a toujours été, mais je pense que là, on a le volet démocratique. On veut aller sonder la population, mais il faut faire la juste part de dire, en même temps, il ne faut pas que ça soit une situation de NIMBY, not in your backyard, où tu veux simplement avoir aucun développement ou aucun changement, puis garder le statu quo. Là. C'est un peu une idée de l'intérêt commun prime quand même un peu sur... Exact. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'au final, au niveau de la politique municipale, il y a quand même un conseil qui est décisionnel. Somme toute, il faut faire la distinction parce que des fois, dans l'adoption de règlements en urbanisme, le citoyen a quand même un pouvoir assez important là, parce qu'il peut bloquer des projets de règlement qui font en sorte que ça ne rentre jamais puis ton projet peut ne jamais avoir lieu. Puis ça, je t'avoue que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Là. Récemment, ouverture de registre, référendum qui vient de bloquer des projets. On l'a vu dans le cas de reconversion de terrain de golf. Les gens associent le golf à un espace vert, associent le golf à un espace de tranquillité. Donc, venir développer ces espaces-là qui somme toute. C'est pas nécessairement un espace écologique, un golf, là, je pense pas. Non, ça, c'est reconnu comme étant... Je pense qu'au niveau de l'équilibre... Je pense que la proximité d'un golf peut être un déclencheur de phase 2 en évaluation environnementale. Oui, c'est ça, exactement. Les greens, en fait, les greens sont contaminés avec des métaux lourds, là, mercure, plomb, là, avec, il y a tellement d'engrais qui est utilisé, là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on est vraiment dans un moment, tu sais, je pense que la pandémie a peut-être un peu exacerbé cette situation-là. Les gens sont plus au fait, les gens se sont inscrits sur leur Facebook municipal, tu sais. OK. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou pas? Ou est-ce que tu as une bémol à mettre là-dessus? Tu sais, je pense que oui et non. Tu sais, je pense que c'est ça. C'est bon que les gens s'impliquent, là, définitivement. Là, puis, mais c'est ça, il y a toujours l'effet inverse, tu sais, pervers du pas dans ma cour qu'il faut faire attention. Puis c'est là que les décideurs, nos politiciens, nos élus,
ça revient à eux un peu de trancher puis de dire, ouais, OK, tu sais. C'est parce que le poids de ceux qui sont contre est plus lourd que le poids de ceux qui sont pour. Ben, là. souvent, ça, c'est sûr. C'est Souvent, moins sont plus valorisé. vocables, C'est là. plus... Ouais, Ouais. c'est ça, Ils exactement. parlent Ouais. plus fort que les Ouais. autres. Puis, Ouais. Fait que Mais le tu poids sais- dans ma cour peut résonner fort, finalement. Effectivement. Puis, mais tu sais, maintenant aussi, on a des outils. Tu sais, on va aller chercher des sondages. Tu sais, on va mettre des sondages en ligne. Premièrement, on va chercher pas mal plus d'input parce que aussi, en consultation publique présentielle, on s'entend, là, si tu reçois 15 personnes dans une soirée d'une municipalité de 2000, tu sais, c'est un faible pourcentage de représentativité. Alors que, tu sais, si tu vas chercher en sondage, tu as 250 répondants, là, au moins, tu sais, tu dis, OK, on a quelque chose de plus intéressant là, comme échantillon. Là. Puis, tu sais, en termes de services chez Apple, tu sais, tantôt on a parlé de. Bon, tu sais, on parle de consultation, de règlement, de plan. C'est-tu tout des. Tu sais, faites-vous genre de la rédaction de règlements pour des municipalités? Puis, ouais, c'est le genre de choses que vous pouvez faire? Ouais, ben là, actuellement, ce qu'on appelle des refontes réglementaires là, ou révisions, là, on doit en avoir une quinzaine en cours. OK. Puis, tu sais, on continue là, à se faire des appels d'offres, là, soit publics ou Puis, sur invitation. Là. je me demandais, tu sais, comme. J'ai comme. Puis encore une fois, là, c'est ma vision de gars pas dans le domaine, là, mais j'ai comme un peu l'impression qu'un règlement d'urbanisme, c'est comme pas mal le règlement qui est associé à des cartes, à du géospatial. Tu sais, y a-tu comme tout le temps pas mal, OK, genre on fait telle zone, fait que là, il faut comme la cartographier ou comment... tu sais, probablement que c'est parce que ce que j'ai en tête, c'est le plan d'urbanisme, là, mais... Ouais, ben, tu sais, ben, c'est sûr qu'au niveau, ben, peut-être un petit cours 101, là, Ouais. urbaniste, tu sais, t'as ton plan d'urbanisme qui, lui, est pas opposable aux citoyens, qui est comme une espèce de feuille de route que le conseil se donne, tu sais, pour le futur de sa municipalité. Puis après ça, de là découlent des règlements d'urbanisme, dont le règlement de zonage, là, Ok. qui est comme... Avec le plan de zonage. Je pense que c'est Avec ça. le qui- plan de c'est ça, zonage. plan de zonage, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, pour en arriver à ton plan de zonage, tu sais, avant les plans de zonage, on regardait le territoire, tu sais, on se fiait, mettons, aux incidences topographiques, aux incidences hydrographiques, le cadastre, puis tu sais, on essayait de faire des espèces de zones qui représentaient les particularités du milieu. Maintenant, tu sais, on va beaucoup plus loin. Là. Je veux dire, tu sais, ça s'est quand même complexifié. Puis c'est une des raisons aussi, je pense, pourquoi la plupart des gens maintenant font affaire avec des urbanistes, c'est qu'il n'y a plus rien de simple. Ouais. Donc, tu sais, on fait beaucoup d'analyses en amont. Tu sais, bon, c'est quoi le pourcentage de canopée dans tel quartier? C'est quoi le pourcentage, justement, de surface minéralisée? Fait que, tu sais, je pense qu'avec les outils géomatiques, maintenant, tu sais, on est capable d'extraire, on est capable d'aller chercher des... Puis ça, vous le faites à l'interne ou... Ben, tu sais, on en fait une partie, mais tu sais, on fait souvent affaire avec H4G ou Ok, ça. avec... tu sais, c'est sûr que nous, on peut aller chercher de la donnée MRC ou de la donnée municipale, mais souvent, on s'entend, là, c'est Ouais, c'est ça, exact. ces organismes-là, ces gouvernements-là vont aller chercher une expertise en géomatique, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, vous avez quand même une équipe qui est pluridisciplinaire. Oui. Je pense que vous avez des gens qui se... Tu sais, même si la plupart ont peut-être le titre urbaniste qui leur colle dessus, mais je pense que, tu sais, chacun a quand même un peu ses spécialités. Tu sais, il y a du monde qui sont un peu plus techniques, il y en a qui sont un peu plus CAD, il y en a qui sont plus géomatiques. Mais vous avez aussi, je pense, des architectes paysagistes, ça se peut-tu? Ben, on n'a pas d'architecte paysagiste je croyais que vous en per aviez. se, mais on a designers urbains, des gens aussi en environnement, on a techniciens en architecture. OK. Récemment, on vient d'engager quelqu'un du Brésil qui a une double formation, architecture et aménagement du territoire. Donc, effectivement, là, on fait pas...
on a comme un peu, pas deux départements là, chez Apple, parce qu'on est une petite équipe puis tout le monde est un peu touche à tout, là, mais on a ce qu'on appelle le volet plus municipal, qui est plus de l'urbanisme, mettons, traditionnel au niveau de la rédaction. Mais après ça, on fait beaucoup de plans, puis de visuels, puis on va faire de la modélisation 3D, on va faire des rendus, on fait aussi de l'aménagement de l'architecture de paysage là, par la bande. Là. On a des projets actuellement en cours. Là. Mais moi, tu m'as soulevé un point que je pense qu'il serait intéressant de démystifier. Là. C'est quoi la différence entre un aménagiste et un urbaniste? Bon point. Ben là, en fait, la seule différence là, entre toi et moi, c'est le code des professions. Un aménagiste, ça n'existe pas au terme du code de profession. Un urbaniste, c'est un titre protégé. Ouais. Puis habituellement, les aménagistes, c'est les gens qui vont travailler dans une MRC, qui n'ont pas le titre d'urbaniste. Okay. Mais ils cherchent les MRC. On dirait que c'est tellement collé aux MRC que les MRC, quand ils cherchent du personnel, ils cherchent un aménagiste souvent dans les offres d'emploi. C'est ça qui est drôle. Ouais. Fait que l'aménagiste, parce que, bon, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Moi, je viens du milieu de la géographie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de géographes qui vont dans l'aménagement du territoire, là. Ouais. Mais je me trompe-tu en pensant que la maîtrise en aménagement à l'Université Laval donne droit à l'ordre des urbanistes? Non, tu te trompes pas. Je me trompe pas? Non, moi, je connais pas tous les programmes, là, mais non, je pense qu'effectivement... oui, non, en fait, je suis sûr que ça donne droit à... OK. Faut que tu fasses ton stage, puis il faut que tu passes ton examen, là, mais oui. Je pense qu'il y a juste un programme en urbanisme au Québec dans une université qui ne le donne pas. Je pense que c'est le programme d'urbanisme à Concordia. Oui, c'est Concordia parce que c'est des études urbaines. C'est ça. Ah ouais, OK. Puis il n'y a pas aussi des cours genre en design urbain? Oui, bien sûr. J'avais même commencé une maîtrise. Moi, en design urbain? OK. Oui, habituellement, mais au niveau de la maîtrise, tu en as une à l'UDM, puis tu en as une à McGill aussi. C'est quoi le... Ça fait quoi un designer urbain? Moi, je sais pas, j'ai pas fini. Ça, c'est l'autre débat. Ouais, hein, ça, c'est deep, ça. C'est toujours sensible, ces questions-là. C'est mes fameuses balles courbes. C'est pour ça que je la renvoie à Guillaume. Moi, je sais pas. Mais c'est parce que, tu sais, il n'y a pas de pratique protégée. Il n'y a pas de DAC réservé dans notre domaine. Tu sais, à l'inverse, mettons en architecture ou en génie civil, tu sais, il y a des pratiques, ou en tout cas, il y a des actes qui sont réservés. Donc, tu sais, la ligne est toujours un peu grise. Okay. Mais un designer urbain, de ma compréhension, puis à mon avis, c'est quelqu'un qui façonne plus la forme, qui touche plus à la forme, tant au niveau privé que public. Okay. Puis qui façonne le territoire de cette façon-là, alors que, tu sais, l'urbanisme, mais tu sais, ça n'empêche pas qu'un urbaniste soit designer urbain. Ça n'empêche pas qu'un designer urbain fasse de l'urbanisme. Puis, tu sais, je pense qu'ils sont intrinsèquement liés. Là, c'est difficile de détacher l'un de l'autre. Là, à un moment donné, c'est le territoire qu'on essaie d'aménager, qu'on essaie de planifier. Mais le design urbain, c'est quoi? Ben, tu sais, le design... Ben, c'est ça, mais... Tu sais, le design urbain, il y a quelqu'un qui va me dire refaire la géométrie d'un boulevard, puis d'identifier la largeur des trottoirs, puis la largeur des îlots de verdure. Ça, c'est du design urbain. Moi, j'en suis pas convaincu, parce qu'un architecte de paysage pourrait faire ça, un architecte pourrait le faire. Tu sais, après ça, tu sais, c'est la forme urbaine. Fait que là, de décider qu'on met des bâtiments de 4 étages au pourtour de ce nouveau boulevard-là, redesigné avec une marge de recul de 10 mètres. C'est ça du design urbain? Oui, mais l'urbanisme va aussi aborder cet élément-là, mais je pense que oui, c'est du design urbain. Là, c'est de designer une ville, là, en quelque sorte. Fait que c'est jouer à SimCity, mais... Ouais. Mais t'es-tu bon à SimCity? Oui, ben en fait, moi, j'aimais bien... comme, tu sais, avoir une belle ville, puis après ça, tu fous la merde, puis... Ah oui, t'as fait démolir par des... Non, mais il n'y a pas par des zombies, ou il n'y avait pas un truc, genre, si tu mets tous tes œufs dans... Genre, si tu mets juste des éoliennes, ça va exploser. Tu peux booster ta valeur foncière en mettant de l'eau.
Parce Ah ouais? que, tu sais, de l'eau, tu peux en mettre... Non, mais ça pour dire que, tu sais, SimCity, c'est pas parce que tu es urbaniste que tu vas être bon à SimCity, puis c'est pas parce que tu es bon à SimCity que tu vas être urbaniste. Morale de cette histoire. Ok, il n'y a pas un lien direct entre être un gamer Non, puis... tu sais, SimCity, t'as la main de Dieu, là. Fait que c'est toi qui décides. T'es décideur et t'es en plus designer. Fait que tu sais, t'es comme... T'as les deux beaux côtés. Mais on dirait que ça me fait une belle transition pour ma prochaine question. Je me demandais, tu sais, toutes les nouvelles technologies émergentes, comment ça change votre profession? Tu sais, comme les jumeaux numériques tu sais, comme présentement, il y a des grosses campagnes d'acquisition de jumeaux numériques dans les villes. Tu sais, ce que Jonathan fait, de dire, je prends un quartier au complet puis je le modélise en 3D haute résolution. Comment ça change la donne? C'est qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense qu'on peut même juste reculer un peu avec Google Earth et Google Street View, là. Ouais. Tu sais, ça a changé. Oh, Google d'ailleurs sur mon téléphone. T'as entendu parler. C'est ça. J'espère que c'est pas Pegasus ou Pegasus, je sais pas trop. Ouais, ben, c'est sûr que ça a changé la profession, là. Ben, je pense que comme n'importe quelle profession, mais je pense que là, on est rendu à une époque un peu charnière où, tu sais, exponentielle, où là, la technologie a un impact, tu sais, assez direct, puis il faut se tenir aussi au diapason, là, tu sais, il faut se tenir à jour à ce niveau-là. Les gens aussi ont maintenant, tu sais, on parlait de consultation citoyenne, là, mais les gens maintenant ont des attentes, tu sais, quand tu planifies un nouveau quartier, ben, ils veulent savoir déjà de quoi ça va avoir de l'air dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, fait que, tu sais, il faut qu'on le modélise, il faut qu'on le... Avez-vous déjà fait, par exemple, des visites virtuelles de quartier, genre avec un casque ou quelque chose? C'est-tu des choses qui se feraient? Genre, tu sais, au départ, on l'avait... Quand la réalité virtuelle commençait à être populaire, tu sais, on avait commencé à développer ça. Les outils étaient peut-être un petit peu trop embryonnaires, ou en tout cas, tu sais, ils n'étaient pas encore assez développés. Ça prenait des ordis avec puissance assez extrême pour un résultat qui était bof, là. Mais tu sais, de plus en plus, les promoteurs, puis en même temps, c'est toujours aussi une question de coût, là. Ben plus le coût diminue, ben là, plus on va pouvoir l'intégrer à notre pratique. Pour l'instant, de ce que j'en sais, c'est au niveau de la réalité virtuelle, entre autres, là, c'est beaucoup les promoteurs. Là, quand tu veux aller acheter un condo, quand tu veux aller acheter une maison dans un quartier, ben là, ils vont l'avoir modélisé. Puis c'est ça. Mais sinon, c'est sûr qu'au niveau de la technologie, puis on peut parler aussi de Smart City. Toute la question du big data, aller chercher de l'information, puis essayer de planifier, puis de replanifier ou d'ajuster ta planification en fonction de l'information que tu reçois. C'est sûr que c'est d'actualité. Là. Puis en même temps, les élus maintenant l'utilisent aussi pour appuyer leurs gestes. Avec Projet Montréal, au niveau des pistes cyclables, maintenant ils mettent des compteurs. C'est rendu avant. C'était comme, la nouvelle technologie, on va mettre un compteur à une intersection, puis on va espérer qu'il y a du monde qui passe dessus. Maintenant, ils font une nouvelle piste cyclable, ils mettent un compteur. C'est intégré, c'est ça. Même, il n'y a même pas de piste cyclable, ils mettent des compteurs, puis ils disent, vous voyez, on a recensé 10 000 vélos sur ce tronçon-là, il faudrait qu'on fasse une intervention. Je voyais dernièrement, justement, parlant de Smart City, je pense que c'est un article dans le Journal de Montréal, là, que genre la ville de Montréal veut avoir une espèce de cartographie très, très fine des zones de stationnement permises, puis de comme juste passer avec une caméra puis faire de la lecture de plaques d'immatriculation. Apparemment, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils peuvent pas avoir l'information. C'est pas n'importe qui peut avoir l'information. Apparemment. C'est genre pour juste donner plus d'étiquettes, là, c'est ça? Ben, quoique peut-être, parce qu'eux, ils ont quand même... financer, ces projets. Quoique peut-être eux, ouais. Mais je pense que les entrepreneurs privés n'ont peut-être pas le droit d'accéder à ces banques de données-là. Mais il me semble que j'ai déjà entendu quelque chose de même. Mais probablement que les organismes publics, comme la police, la ville, etc., peuvent avoir accès. Est-ce qu'un urbaniste, ça fait ça, comme des règlements de stationnement? On en a un présentement. Là. On a la ville de Baie-d'Urfé, puis ça fait partie de notre mandat de réviser le règlement sur le stationnement. C'est pas nécessairement chose courante. Là.
Mais oui, tu sais, tout ce qui touche un peu à la fonction de la ville, opération, Ouais. on finit... Mais moi, tu sais, il y a plusieurs projets qui ont attiré mon attention. Par exemple, pis ça, je trouve qu'on en parlait beaucoup plus v'là 10 ans. On en parle peut-être un peu moins. C'est un TOD à Laval qui est sous le couvert d'un PPU, là, d'un programme particulier d'urbanisme. Et un TOD, c'est quoi? C'est ça. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur un TOD? Parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un TOD. Ouais, ben un TOD, ben, tu sais, avec on a le PEMAD qu'on appelle là, dans la région métropolitaine de Montréal, là, le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la grande région métropolitaine de Montréal. Puis à l'intérieur, puis ça a été adopté en 2012. À l'intérieur de ce plan-là, en fait, les intentions étaient de dire, tu sais, allons densifier, allons rendre nos secteurs où on a une infrastructure structurante en transport collectif, infrastructure structurante, difficile à dire, ça. Surtout après quelques gorgées de bière. C'est une station de métro, une station de REM, une station de gare de train de banlieue. Fait que, allons densifier, allons créer des milieux de vie, puis essayons d'encourager l'utilisation du transport collectif. Essayons de diminuer la dépendance à la voiture. OK. Fait que le PEMAD est venu identifier toutes ces zones-là comme étant des aires TOD, Transit Oriented Development. Ah, OK. Puis a fait aussi en fait, à l'intérieur du PEMAD, il y avait des obligations à ce que les municipalités, les villes qui sont touchées par une aire TOD se dotent d'un programme particulier d'urbanisme ou d'une autre planification détaillée là, de ces aires-là, puis donnaient des subventions là, aux municipalités pour se doter d'un tel outil. Fait que nous, on a été mandatés par la ville de Laval pour faire l'ARTA de la gare Sainte-Rose, qui est centre-nord, là, un peu vers l'est, là, à Laval, là, qui est une gare de train de banlieue, là, qui est la ligne Saint-Jérôme, en fait. Puis autour de ça, donc l'idée, c'est vraiment de venir densifier, créer un milieu de vie, d'implanter des fonctions autres que simplement du résidentiel, là, implanter des commerces de proximité, de l'emploi jusqu'à un certain point, du bureau, etc. Donc, on est venu faire une planification là, pour, en fait, orienter le développement pour les 15-20 prochaines années. J'imagine dans ce genre de développement-là, il y a toute une analyse de la proximité des choses, en fait. Le temps de déplacement à pied. Est-ce que c'est ça? Ou... Lui, il pense en termes d'algorithmie. C'est ça, de comment il peut automatiser des calculs de déplacement des gens. Je connais comment son esprit est fait. Ben oui, c'est sûr, mais en même temps, il y a des standards qui sont déjà connus. Là. D'ailleurs, l'AirTOD, c'est 1 km à partir de la station, qui équivaut à plus ou moins 10 minutes de marche. Puis le 10 minutes de marche, c'est le seuil où l'humain est capable de tolérer, capable de tolérer, on s'entend, là, mais a plus de facilité à être encouragé à utiliser le transport collectif. Fait que, en gros, mais fait que, il y a déjà comme des standards établis, mais après ça, c'est sûr qu'on fait, on fait des analyses, là. Mais l'urbanisme, c'est pas non plus une science exacte. Hein? L'urbanisme, c'est beaucoup du toucher, du senti, on y va au feeling, puis on y va avec les expertises des autres gens qui sont impliqués. Là. Puis on parlait tantôt de lutte contre les changements climatiques, verdissement, îlots de chaleur. C'est sûr que on fait souvent affaire avec des biologistes, ingénieurs forestiers, des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Fait que on va intégrer eux qui ont leurs standards, en fait. Puis, on va essayer de les adapter en fonction des intentions de développement, redéveloppement. Fait que, c'est toujours d'essayer de faire un amalgame de tout ça, puis de trouver le juste équilibre. Parce que oui, la lutte contre les changements climatiques, mais il y a une série de besoins ou d'exigences après ça qui viennent d'ailleurs, qui font en sorte que,
oui, on pourrait peut-être préserver 100% d'une forêt, mais en même temps, il faut loger des gens. On n'arrête pas de parler de pénurie de logement. Il faut les mettre à quelque part. Fait que, mais ça, en plus, tu parlais de bureaux. Comment vous voyez dans l'aménagement du territoire le télétravail, puis justement, on voit de plus en plus des tours à bureaux qui changent en tours à logement, comme par exemple à l'île des Sœurs, c'est assez fou, tu passes à côté du pont Champlain, tu vois une tour à bureaux qui est vraiment une architecture de tour à bureaux qui ont complètement réaménagé en condo, où est-ce que c'est une tour de verre, mais finalement, ils ont mis des balcons là-dedans. Ouais. Comment vous gérez ça? Comment vous voyez ça aller, vous autres, dans justement des nouveaux aménagements comme ça, quand vous voulez créer des pôles, par exemple, d'emploi? Oui, en fait, c'est une excellente question, parce que je trouve que justement, c'est très d'actualité, là, on s'entend. Là. Puis, je pense qu'il n'y a personne qui a une réponse, là, parce qu'actuellement, puis je lis beaucoup, je m'informe beaucoup aussi sur la question de télétravail, puis l'impact que ça a aussi sur la société, puis que ça a sur l'individu. Il y a plusieurs études qui sont en train de sortir ou qui sont déjà dont les résultats sont déjà sortis, qui disent au niveau social, au niveau interaction, c'est peut-être pas l'idéal. La formule hybride, bon, je pense que c'est peut-être quelque chose vers laquelle on va s'en aller de plus en plus. Après ça, je suis pas sociologue, là, fait que je laisse ça peut-être aux experts, mais tout ça pour dire, au niveau de l'aménagement du territoire, ça a un impact quand même assez considérable. On l'a vécu à Montréal, au niveau du centre-ville, juste au niveau des commerces. Il y a toute une synergie là, qui s'installe là, dans un centre-ville. Les commerces existent parce qu'il y a des travailleurs. Parce qu'il y a des gens qui y habitent. À Montréal, on est quand même choyé parce qu'on a un centre-ville qui est beaucoup plus habité que n'importe quel centre-ville ou à peu près en Amérique du Nord. Fait que on a cette capacité-là de réagir ou en tout cas d'amenuiser un peu les problèmes liés à la désertification des travailleurs. Là. Mais quand même, je lisais récemment un article avec la Chambre de commerce. Ils ont quand même été affectés là, par le fait que pendant 2 ans et demi, il n'y avait pas de travailleurs. Les restaurants n'ouvraient pas ou à peu près pas. Il y en a plusieurs qui sont fermés, des boutiques qui sont fermées. Au moins, on a un aspect de destination. Mais tout ça pour dire que c'est difficile à dire l'impact. Puis, pour l'instant, moi, je planifie pas en fonction du télétravail. Okay. Je planifie en fonction encore des mœurs avant, pré-pandémie, parce que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de renversement. Où les gens veulent quand même se rencontrer, veulent quand même sociabiliser. Socialiser plutôt. Fait que, puis on n'arrête pas aussi de parler de densification, puis on n'arrête pas de dire qu'il faut se rapprocher. La pandémie a comme fait l'effet inverse, mais ça a duré 2 ans et demi, puis après ça, les bars, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais pour aller dans un resto là, à Montréal, il faut que tu fasses une réservation maintenant 1 semaine et demie, 2 semaines avant, alors qu'avant la pandémie, tu te pointais, puis tu avais de la place. C'est intéressant ça parce que, puis là, ce n'est pas la section scientifique du podcast, ce que je vais dire là, parce que, mais je me suis fait dire que apparemment une des tendances au centre-ville de Montréal, c'est que oui, les gens sont plus en télétravail, mais quand ils vont au bureau, souvent, ils vont en profiter puis ils vont aller comme dîner avec leurs collègues. Ils vont aller genre... Il y a cette dynamique exact. Ça amène. C'est ça. Fait que moi, je me suis fait dire que les restaurants tiraient quand même leur épingle du jeu. Mais ils n'ont plus de staff. Mais c'est ça. Ça, c'est l'autre enjeu. Ça, c'est l'autre bug. Là, mais justement... ça ressemble à quoi le staff en géomatique? En urbanisme, je pense que tout le monde est dans la même poutine. Ouais. Mais l'urbanisme aussi, moi je suis sorti de l'urbanisme puis je savais pas ce que je faisais. Je connaissais les principes, les théories urbanistiques. Je connaissais pas ou à peu près pas le cadre réglementaire ou législatif. On l'avait survolé. Puis quand tu travailles,
Puis, tu sais, même aussi les standards, justement, tu sais, c'est pas des trucs que tu apprends nécessairement à l'université, là. Fait que quand tu rentres sur le marché du travail, il y a une espèce de courbe d'apprentissage que t'as comme pas le choix de développer, là. Alors que je pense pas que ce soit la réalité dans tous les professions, dans toutes les professions. Moi, je pense que oui. Je pense pas mal, ouais. Peut-être. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que quand tu sors t'apprends... Oui, t'as une base, mais t'apprends tellement plus quand tu sors du marché du travail. C'est sûr que géomatique, c'est comme très appliqué, mettons. Mais moi, quand je suis sorti de l'université, là, je disais tout le temps aux gens... Tu sais, les gens étaient comme... OK, genre, t'as une maîtrise dans telle affaire. Puis j'étais comme... Moi, là, mon cours, là, ce qu'il dit, là... Il dit, j'ai les minimums requis pour exercer la profession. Ouais. Il dit pas que je suis bon dans ce que je fais, là. Il dit que j'ai les minimums requis pour l'exercer. Fait que, tu sais, je pense que, oui, comme tu dis, quand tu rentres sur le marché du travail, souvent, t'as une grosse courbe parce que là, t'es comme, oh, OK, genre oui, je viens de passer 4 ans à apprendre telle affaire ou 3 ans à apprendre telle affaire, mais, tu sais, comme... Donc, t'abondes dans ce sens, finalement. Ben... Je suis d'accord avec le fait que, tu sais, comme... Mais je sais pas si tu sors ingénieur civil, puis il faudrait que je pose la question à mon frère, mais... Ben, c'est sûr que tu as du mentorat et tout, là, mais ouais, c'est ça. Il faut que tu ailles passer l'ordre après. Je veux dire, ils vont pas te laisser... Je pense que le syndrome de l'imposteur, là, c'est dans toutes les professions. Moi, j'ai cette impression-là aussi. Sans doute. Moi, j'ai mon cousin qui est sorti en médecine, là, puis il me disait, j'ai l'impression de pas savoir ce que je fais. Il donne un scalpel dans les mains, il est comme... Fait que là, toi, t'es à la table de OK. Il y a une anecdote assez drôle par rapport à ça. En tout cas, il va peut-être m'en vouloir si j'en parle, mais il pratique pas au Québec de toute façon. Mais il a déjà sacré le feu à un patient dans une table d'opération. Ah non! Mais comment il a fait ça? Pourquoi il manipule du feu? Voyons donc! Non, ben pour mettre une top. Il venait de mettre de l'alcool à friction. Mais je pense, il allume quelque chose, je pense qu'ils ont comme de l'alcool pour comme cautériser des plaies ou de quoi de même, puis ils ont comme échappé un truc sur le dos du patient. Ah ouais. Genre, c'est bien drôle. Ils l'ont éteint rapidement. Hey, dernier petit sujet, parce que là, le temps file, puis on avait plein d'affaires à parler qu'on n'a pas touché, mais c'était en tout cas, c'était nice. Il y a un projet que j'affectionne, moi, que je trouve très bien, parce que j'aime bien la villégiature, là, le projet au Petit Saguenay, que je trouve qui est vraiment bien, un éco-quartier participatif. C'est comme ça que c'est écrit, ou je l'ai peut-être massacré? Oui. OK. Puis en quoi c'est un éco-quartier, puis en quoi c'est participatif? Ben, en fait, c'est ça. Ce qui est cool de ce projet-là, premièrement, Petit Saguenay, je sais pas si vous êtes déjà allé. Oui, c'est vraiment beau. Une belle petite municipalité dans la vallée. Ça vaut même pas la peine d'y demander. Dans la vallée du Petit Saguenay. Là. Moi, c'était la première fois que j'allais là. Puis, on a eu ce mandat-là parce que c'était un appel d'offres public. Puis, un appel d'offres public sur invitation. Mais c'est la ville, la municipalité plutôt. C'est la municipalité, en fait, qui s'est portée acquéreur d'un terrain. Parce que, bon, les régions au Québec, je ne vous l'apprendrai pas, il y a une espèce d'exode. La pandémie a fait un peu l'inverse, là, mais somme toute, il y a un exode. Puis Petit Saguenay est touché quand même par l'exode, des jeunes qui quittent la région puis qui vont s'établir dans les grands centres urbains. C'est ça, le Petit Saguenay est une municipalité très dynamique qui voulait un peu faire le revers de la tendance. Puis s'est dit, regarde, nous, on va mettre, au lieu d'attendre qu'il y ait un promoteur qui vienne développer, nous, on va acheter un terrain puis on va développer un projet pour que ce projet-là soit abordable. Puis, ce projet-là, il voulait que ce soit un projet qui soit éco-responsable, qui s'inscrive un peu dans les nouvelles tendances urbanistiques, puis aussi qui soit en respect du contexte, parce qu'on est sur un secteur qui est en partie ancienne friche agricole, puis en partie boisée. Donc, c'est plus agricole. C'est plus... Non, c'est plus agricole. C'est plus CPTAC. C'est plus agricole. Non, c'est ça. Ça fait plusieurs années. Là, c'est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Là, fait qu'on n'est on n'est pas en zone agricole. Mais il y avait quand même de la culture du foin là, qui se faisait par un agriculteur du coin. Là. Fait que nous, on a été mandatés pour développer, c'est ça, un écoquartier. Donc, développer avec
les futurs résidents. Donc, la municipalité avait mis en place un comité pour aller chercher du monde pour venir s'établir à Petit-Saguenay. Puis, une fois que les gens intéressés s'inscrivaient, ben là, nous, on a commencé à faire des démarches participatives. Fait qu'on a fait un atelier sur place sur comment eux voyaient leur futur quartier, là. Donc, on a fait des ateliers participatifs avec eux. On a passé une journée, un week-end complet, en fait, là, avec les gens, les futurs résidents de l'écoquartier. Mais ces futurs résidents-là, ils viennent de où? Ils viennent de Petit-Saguenay? Non, c'est ça. Non, ils viennent de partout. Ils viennent de partout à travers le Québec. Il y avait des gens de Montréal. Puis, tu sais, des jeunes. Il y avait une belle mixité, là. Il y avait, comme c'était dans le passé, c'est que moi, mon mandat, c'est terminé. Mais il y a une belle mixité, là, générationnelle, là. Il y avait des personnes plus âgées, des jeunes, des couples, des familles, des personnes seules qui venaient de Montréal, qui venaient de Chicoutimi, qui venaient de Québec. Puis c'est ça, ces gens-là se sont comme regroupés. Puis c'était drôle parce qu'au départ, personne ne se connaissait vraiment. Fait qu'il y a eu toute l'espèce d'apprentissage, comment... je sais qu'avant notre mandat, il y avait déjà eu des rencontres, mais en Zoom. Puis après ça, quand on a fait des ateliers participatifs, c'était sur place. Donc, les gens, c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Fait qu'il y avait cette... OK. Puis est-ce que c'est desservi par Aqueduc Égout ou c'est... ça, c'est pas encore défini, là. Okay. Ça, je sais que c'était des discussions que, justement, le comité devait avoir avec les futurs résidents, là. C'est sûr que ça allait impliquer des coûts. Puis on n'était pas nécessairement adjacent au secteur développé, fait qu'il y avait des enjeux à ce niveau-là. Là. Okay. Fait que c'était à définir là, si ça va être desservi ou pas. Là. OK, intéressant. Puis ça a été défini. Tu sais, mettons les outils réglementaires que la ville s'est doté. Est-ce que c'est PPU? Est-ce que c'est tout simple? Est-ce que c'est un PAE? Non, on n'était pas là-dedans. On a fait ce qu'on appelle un plan directeur là, qui n'a aucune valeur légale là, au terme. C'était juste comme un plan qui orientait après ça les actions à entreprendre. Là-dedans, il y avait des modifications réglementaires. On a travaillé aussi avec Microclimat, qui est une firme d'architecture. Ouais. Eux sont forts dans peut-être, mettons, bâtiments passifs ou... Oui, quand même, là, ils ont une expertise. Je sais qu'à l'interne, là, ils ont différentes personnes qui sont spécialisées là, dans le lead ou Passive House ou une série de certifications là, de cette nature-là. Mais eux, en fait, en collaboration, on a développé aussi un PIA. Un plan d'implantation d'intégration architecturale, fait qu'un règlement qui venait un peu encadrer là, la forme des bâtiments, les aménagements des terrains et tout, pour s'assurer que aussi tout le volet environnemental soit traduit. Fait que justement que ce soit au niveau de l'implantation de la maison, pour s'assurer qu'on vient maximiser l'ensoleillement naturel, ou encore la gestion des eaux pluviales sur site, etc. Là, Les PIA sont de plus en plus utilisés pour justement des objectifs environnementaux. J'ai l'impression, comme en villégiature, justement, préserver des pentes, l'ensoleillement, la préservation, aussi la collecte, mettons, des eaux pluviaux, des affaires de même. Exact. Ouais. Ce qui était plutôt avant plus réservé justement sur une cohérence architecturale, mettons, sur par exemple une artère commerciale. Est-ce que tu sais, comme parce que je sais que ça a fait beaucoup de tollé, là, mais tu sais, comme on parle beaucoup d'environnement, est-ce que la mini-maison s'intègre dans ce genre de quartier-là ou c'est encore très... Je sais que les municipalités veulent pas vraiment avoir ça. Tu sais, je pense que la mini-maison, il y a divers enjeux là, à ça. Là. C'est, d'une part, il y a la valeur foncière. On se le cachera pas. Là. Une municipalité, quand ça cherche du développement, c'est pour aller augmenter sa valeur foncière, pour aller collecter des taxes, pour offrir plus de services à ses citoyens. Fait que, tu sais, la mini-maison, à la base, ne t'offrira pas nécessairement cette valeur foncière-là que tu recherches, sauf, par contre, si tu l'insères sur des plus petits terrains. Si tu fais une mini-maison sur un terrain d'un acre, peut-être qu'on... C'est sûr qu'on est dans... Puis là, tu sais, en tout cas, je vais peut-être vous faire un scoop, là, mais il va y avoir
publication là, d'urbanité là, qui va sortir dans les prochaines semaines, là, qui mise un peu sur la décroissance, sobriété territoriale, puis aussi, puis Cool. je pense qu'on est rendu dans ce dialogue-là, là, dans cette espèce de discours-là. Mais c'est ça, fait que, je pense qu'il y a comme des enjeux. Tu sais, la mini-maison dans un projet intégré avec des plus petits terrains, puis on vient créer une belle communauté, je pense que ça a sa raison d'être. Une petite mini-maison sur un énorme terrain, tu sais, je trouve que là, il y a un enjeu parce que, c'est ça, tu as comme une perte au niveau de la valeur, mais tu as aussi... je sais pas, tu sais... Ça va pas non plus beaucoup avec les concepts de densification. Non, c'est exact. ça. Tu sais, la mini-maison, est-ce que c'est le trailer park 2.0? Ouais. Mais, on peut peut-être le qualifier C'est pas cute, comme hein, ça. d'une même. Mais, Ça enlève un petit peu de charme. ou sinon, tu sais, il y a comme la mini-maison en arrière-cour, tu sais, ça aussi. Ouais, tu sais, que là, qu'il y on avait parle de... avant à Montréal, tu sais, Ouais, qui était c'est un ça, concept super intéressant, by the way. Le Coach House, tu sais, Ouais. tu sais, à Vancouver, c'est quelque chose qui a été, qui se fait depuis de belles lurettes. À Montréal, effectivement, on l'avait à l'époque, on l'a comme perdu. Là, c'est redevenu à la mode parce que, bon, d'une part aussi, au niveau de la valeur foncière, au niveau de la valeur des terrains, c'est plus ce que c'était, là, ça vaut pas mal plus cher. Fait que là, les gens essaient de trouver une façon de se trouver une place pour se loger pas trop cher. Fait que, tu sais, il y a un intérêt là. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut le réfléchir plus dans cette optique-là que dans une optique de dire, moi, je fais une mini-maison pour être seul dans le bois. Parce que si tout le monde a une mini-maison tout seul dans le bois, ben on n'aura plus de bois, puis on va avoir que des mini-maisons. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme un... Bon, ben on n'a plus de bière, fait que c'est le moment, hein? Ouais, c'est le moment. C'est la première fois que notre invité finit sa bière puis que je la finis pas. J'avoue, hein? Non, il en reste dans sa canne. OK. Mais j'ai beaucoup aimé cette entrevue. C'était le fun. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Il y avait des sujets qu'on voulait toucher, mais on a ouvert d'autres portes qui étaient tout aussi intéressantes. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant parce que ça démystifie l'urbanisme. Puis, ouais, tu pètes la glace au spot. Le rôle de l'urbanisme aussi dans tout ce qui est environnement. Puis c'est quoi qui s'en vient pour vous en 2023? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais parler en particulier? Toujours un peu difficile à dire parce que souvent, c'est des projets qui sont confidentiels. Là, mais disons qu'il manque pas de travail. Il manque pas de travail en urbanisme au Québec puis dans la région métropolitaine. Là, mais non, je pense que je vais m'en tenir à ça parce que j'ai peur de faire des scoops que je devrais pas faire. Bon, ben c'est bon. En tout cas, au moins, on sait qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent de votre bord. Puis, tu sais, je pense que pour les étudiants, si éventuellement vous cherchez... Est-ce que vous cherchez du monde actuellement? Ou, on est toujours à la recherche. OK. Fait que pour les étudiants, tu sais, une firme comme vous qui est dynamique puis qui a beaucoup d'expérience en même temps, je pense que c'est un bon parti pris. Là. Ouais, très cool. Yes. Eh ben... On canne ça là-dessus. Ouais, on canne ça là-dessus. Jonathan, tu veux-tu faire tes remerciements habituels? Ben, merci à tout le monde, à toute la communauté des géospotters, à nos partenaires également, à toute la francophonie, tous les métiers qui ont rapport avec les géotechnologies, le géospatial, l'aménagement, le BIM. On veut quelqu'un qui vienne nous parler du BIM. Ça fait plusieurs approches qu'on fait. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez partager, ben venez nous voir. Puis en même temps, ben nous, le spot, je pense qu'on donne une bonne visibilité à nos invités également parce que, bon, on le fait vraiment pour la communauté. Après ça, ben tu sais, on essaie de le diffuser du mieux qu'on peut. Je pense qu'on y arrive relativement bien. Fait que suivez-nous sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous écouter... sur Spotify dans votre voiture, c'est parfait quand vous voyagez. C'est ça. Donc, voilà, merci. Merci bien et à la prochaine. Yes.